prendre un peu de recul, le prendre sous deux angles, ce mouvement, avec un peu de recul, parce que on est tous pris, je pense, par les soucis de la prochaine manifestation, la prochaine AG, qu'est-ce qu'on fait en juillet, il faudrait faire des manifestations ou maintenir le mouvement en juillet, trouver une date en septembre, etc. Et finalement, on n'a plus trop le temps de réfléchir peut-être à ce qu'on fait profondément. Donc, la profiter de ces 2 jours, ce débat, pour peut-être réfléchir à ce mouvement où on en est et peut-être ce qu'on peut faire en mieux. Et donc, faire un petit bilan critique. Petit bilan critique, ça ne veut pas dire que je pense que le mouvement est négatif, bien au contraire. Mais disons, voir un peu peut-être les limites de ce mouvement ou les limites de notre action dans ce mouvement, notre compréhension dans ce mouvement. Quand je dis notre, je me mets dedans, parce qu'en fait, quand les camarades m'ont demandé de faire un petit topo là-dessus, je me suis dit qu'est-ce que j'ai bien pouvoir dire, et c'est qu'à ce moment-là que j'ai réfléchi à ce mouvement. Auparavant, j'étais certainement comme vous tous, de la préoccupation du lendemain, de l'AG, de la manif, etc., etc. Alors, pour bien souligner que, par critique, je ne veux pas dire que ce mouvement est négatif, je pense qu'il est très, très, très positif. Donc, je donnerai que quelques exemples qui ont déjà été donnés un peu partout, mais qui ne font pas de mal de répéter. Bon, toute l'ambiance réac, FN, etc., qu'on subissait depuis des années, c'est quand même pas mal estompé. On n'entend plus trop Marine Le Pen et compagnie ces temps-ci. La question sociale est revenue quand même au centre de la vie politique. C'est aussi probablement, en tout cas à ma connaissance, mais vous me démentirez peut-être, le plus long mouvement du point de vue historique en France, mouvement social, 3 mois et demi, bientôt peut-être 4 mois. Un mouvement important parce que c'est aussi un mouvement pour beaucoup du privé, c'est quand même rare en France depuis longtemps. Avec une importance, bon, même si ce n'est pas des millions et des millions de personnes, le fait que ça dure est d'une manière relativement importante, notamment avec la manifestation du 14 juin. Il n'y a peut-être pas eu le million et quelques de manifestants qui disaient syndicats, mais il y avait quand même beaucoup de monde, ce qui renforce certainement la conscience de classe. Le sentiment d'appartenir à une classe qui peut faire beaucoup, qui peut bloquer tout, et c'est pas bien. En plus, c'est un mouvement qui a lieu sur un gouvernement de gauche. Donc, un long mouvement ouvrier qui dure depuis presque 4 mois sur un gouvernement de gauche, je ne sais pas si non plus ça a déjà existé, si ce n'est pas quelque chose d'historique en France. Ce qui fait qu'on peut imaginer que la politisation de ce mouvement se fera à gauche. C'est-à-dire que, et ça se traduira pas simplement par des solutions électoralistes ou électorales, comme ça se faisait souvent pour les mouvements précédents. On manifeste dans la rue, on finit par voter pour le PS ou la gauche pour trouver un débouché politique, comme certains disent. Là, il n'y a pas de débouché politique électoral. Donc le débouché politique, pour certains en tout cas, il peut se faire dans la rue par la lutte de classe. Bon, ce qu'on a vu aussi, c'est l'émergence deux syndicalistes radicaux, surtout à la CGT. On a vu tout le poids qu'avait la CGT. Si on l'avait oublié, là, on s'en est rappelé. Bon, alors, ce courant existait déjà depuis un certain temps. Il avait commencé au moins à se voir avec l'affaire Le Pan. Donc ça, je crois que c'est début 2015, quand Le Pan était déboulé. Mais c'était pas tellement contre Le Pan que le mouvement avait lieu, mais c'était contre la loi Macron. Et en fait, il a été détourné sur le fait de virer Le Pan à son bureau, etc. Donc ce mouvement de syndicalistes radicaux, en particulier la CGT, là, il est apparu peut-être plus nettement, on l'a vu au congrès de la CGT, mais on le voit partout, je suppose que vous le voyez dans quand vous visitez au jour le jour, dans les rencontres qu'on peut faire ici ou là. Il y a le fait aussi qu'il y a eu un mouvement étudiant lycéen qui était pas nul, avec des AG, même si elles n'étaient pas considérables, en tout cas des comités de mobilisation extrêmement mobilisés qui ont duré longtemps, et qui aussi, chose qui n'arrive pas tout le temps, qui a tenté de s'adresser aux ouvriers, aux salariés. Je me rappelle de la revendication des 32 heures, où il y avait un effort dans ce sens-là, sans oublier aussi l'effort de s'adresser à l'échelle internationale, d'avoir une vision, d'avoir une autre politique, avec des tentatives de coordination qui ont eu lieu, la réalité des coordinations qui ont existé un certain temps, notamment autour en s'exprimant autour du problème de Mayotte, en essayant ensuite d'apparaître comme une direction différente avec une politique différente, même si le mouvement étudiant des lycéens s'est éteint, disons progressivement, avec notamment l'arrivée des examens. Mais on assiste aussi donc à travers ça une politisation d'une génération
Bon, il y a eu aussi dans les choses positives mis debout, beaucoup de critiques, mais enfin moi je trouve que c'est très positif, même si bien sûr il y a des limites, mais ça fait quand même beaucoup de gens qui discutent politique sur la place publique, qui débattent, et sur un terrain quand même qui n'est pas toujours révolutionnaire, mais souvent contestataire, parfois anticapitaliste, qui propose de combattre la loi Covid et son monde, c'est-à-dire la société qui nous opprime d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'est quand même déjà beaucoup, et ça c'est quand même pas mal. Ça donnait une certaine tonalité au mouvement qui était quand même censé être, disons, socialiste révolutionnaire, avec un côté anticapitaliste contestataire. Et puis, ça a permis aussi la création de tas de liens entre équipes militantes, des liens non corporatistes, hein, où des cheminots, des étudiants, des éboueurs se rencontrent, on fait des choses ensemble, ce qui est déjà beaucoup, en tout cas si on pense à l'avenir. Et puis, peut-être le mieux, mais ça je serais un peu prudent, c'est peut-être qu'on a déjà un peu gagné. Ça va peut-être vous surprendre, mais là je pense pas seulement aux intermittents, ce que les camionneurs ont pu gagner pour les heures supplémentaires, etc. Donc c'est peut-être un peu à vérifier, mais il y a, en même temps que le mouvement pour la loi Covid, il y avait beaucoup de luttes. Hein, il y en avait déjà avant, hein, il y avait des luttes particulières économiques sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail. Et ça a duré pendant un mouvement. Et ça continue encore aujourd'hui. Je n'ai pas mesuré tous les jours que j'avais tenté de faire auparavant, mais les quelques sondages que j'ai faits montrent qu'on est au niveau quand même le plus haut de ces luttes-là par rapport au démarrage février-mars du mouvement, de ce qu'il y avait à ce moment-là. Et un certain nombre de ces luttes gagnent. Alors, elles ne gagnent pas tout, mais gagnent un certain nombre de choses. Là aussi, il faudrait vérifier et mesurer ça, parce que ça pourrait être aussi un argument autour de nous, parce qu'il y a une articulation de fait entre ces luttes-là et le mouvement général contre la loi Covid, c'est-à-dire un certain nombre de ces luttes s'adossent à la lutte générale contre la loi Covid, s'appuie là-dessus pour se dire c'est peut-être le moment d'aller, on peut gagner quelque chose, et de fait j'ai l'impression, bon ça reste une impression, hein, à vérifier, mais si on était un parti, peut-être qu'on aurait les moyens de le vérifier, et ça sera encore une fois un argument pour la suite, il y en a pas mal qui gagnent. Alors est-ce qu'elles gagnent plus qu'avant le mouvement, ça se va vérifier, mais je pense que c'est quand même un truc qu'on peut avoir en tête. Et donc à travers tout ça se constitue quand même ce que Lénine et Trotsky appelaient une avant-garde large, hein, c'est-à-dire non pas le parti bolchevique, mais ceux qui ont fait les soviets, c'est-à-dire ceux qui ont permis la succession des luttes qu'il y a eu en URSS, en Russie. Et donc l'aboutissement, les soviets ne sont pas tombés du ciel comme ça un beau jour, un beau matin, les gens surveillaient les soviets en battant la rue, c'est parce qu'il y avait des militants, pas nécessairement au parti bolchevique, mais un volant de militants suffisamment large et important, qui avait envie dans les coudes, qui avait une certaine expérience de lutte, qui savait faire passer à la police, qui savait se battre, qui avait un instant d'idée, qui pouvait vérifier un certain nombre de choses, mais en tout cas qui voulait ça. Donc, si on va vers une révolution un jour ou l'autre, si on veut vers une grève générale, toute cette avant-garde large qui est en train de se constituer est quand même un appui considérable pour la suite. Donc, pour le positif. Alors maintenant, et je me plie certainement parce que bon, je milite à Mulhouse. En fait, il n'y a pas eu grand-chose à Mulhouse, pour vous dire grand-chose, il n'y a pas eu de mouvement étudiant, pas eu de mouvement lycéen, pas très peu des cheminots, etc., etc. Ça commence peut-être seulement maintenant, mais j'y reviendrai. Donc vous avez vu certainement beaucoup d'autres choses auxquelles je n'ai pas eu accès au que vous pensez là. Donc, pour revenir à une espèce de bilan critique, on peut dire, tout le monde l'a dit, que ce mouvement cristallise une colère sociale latente. Ce qui est vrai, mais à mon avis, s'il cristallise la colère sociale latente, il ne l'exprime pas vraiment. Elle ne l'exprime pas vraiment, cette colère sociale latente, sinon de manière un peu marginale, sur les marges, ou symbolique. Et ce qui donne un mouvement qui dure, 3 mois et demi, c'est encore, mais qui, à part peut-être au début, pour moi en tout cas je l'ai senti comme ça, n'a pas eu un caractère explosif. C'est-à-dire que je dirais que c'est plutôt un mouvement rampant, hein, si on compare au vieux à 1968. À mon avis, ça ressemble plus au rampant italien qu'au 68 explosif français. Alors, pourquoi c'est comme ça? Bon, ça m'échappe peut-être un peu, mais je vais quand même essayer de comprendre pourquoi il y a ce phénomène-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il cristallise une colère sociale latente sans vraiment l'exprimer complètement. Alors, parce que je crois qu'on peut dire que
dans ce mouvement qu'on pense unique contre la logomie, en fait, il y a deux mouvements. Hein. On pourrait même peut-être dire trois. Bon, bien sûr, tous ces mouvements chevauchent, etc. Je coupe pour essayer de se comprendre et essayer de mieux comprendre le mouvement lui-même. Tout ça se chevauche, s'hyperpose, suivant dans le temps. Donc, deux mouvements et peut-être quatre périodes, quatre phases dans ces deux mouvements. Alors, il y a le mouvement contre le travail, bien sûr, mais au sein de ce mouvement, il y a peut-être quelque chose qui est relativement indépendant, en tout cas qui pèse beaucoup sur ce mouvement général contre le travail, c'est la colère ou le mécontentement ou la compatibilité des militants CGT de base. Donc peut-être Michael Wallman est une des expressions. Et qui pèse, enfin qui tire en même temps la CGT, mais qui pèse peut-être d'une certaine manière sur le conflit et dans la manière dont il se développe. Le deuxième mouvement, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, c'est les multiples luttes économiques, salaire, emploi, conditions de travail, qui continuent à côté, en parallèle, qui s'enrichissent du mouvement général contre la logomie, s'enrichissent du fait qu'il y a un certain nombre de militants CGT radicaux qui ont la pêche et qui ont envie d'en découdre, mais qui ne se lient pas complètement au mouvement contre la logomie. Alors certains de ces militants, certains de ces membres participent à certaines manifestations, pas à toutes, donc à ce que j'ai pu voir, disent, mais bien sûr, on comprend c'est dégueulasse, etc., on veut s'en retrait, mais donc on a un problème immédiat, qui est parfois plus important, qui leur paraît parfois plus important que la logomie, et qu'ils ont envie de régler, bien évidemment. Et là, peut-être qu'on touche la principale difficulté qu'a rencontré ce mouvement et qu'on rencontre, c'est que pour beaucoup, cette loi travail, même si elle est dégueulasse, et qu'ils comprennent bien que ça va faire reculer tout le monde, y compris ceux qui sont déjà en dessous de la logomie, pour beaucoup, malgré tout, cette logomie, c'est pour demain. Et aujourd'hui, ce qui pile, pour pas mal, c'est déjà pire que la logomie. Je parle évidemment des jeunes travailleurs, quand on est en intérim, en CDD ou stagiaire ou même on s'est dit dans une toute petite boîte. L'article 2, par exemple, qui dénonce la logomie, qui dit que chaque patron pourrait faire ça, etc., il s'applique déjà pour eux. Quand les CDD, c'est des intérims ou des petites boîtes, on peut les virer du jour au lendemain sans pouvoir protester d'une manière ou d'une autre. À Peugeot, par exemple, le Mulhouse, il y a deux usines. Il y a l'usine des CDI. Alors, c'est dans le même bâtiment, mais ils ne passent pas en même temps. Il y a l'usine des CDI, il y a l'usine des intérimaires. Ils sont 1700 intérimaires au même endroit, à travailler 12 heures par jour, le samedi, dimanche, avec 100 syndicats. Il n'y a pas un syndicat, pas un syndicaliste, pas un CDI. Donc, ils sont livrés corps et âme au patron, qui ont fait exactement ce qu'ils veulent. Et quand on a été diffusé pour eux, chez eux, des traces sur la logomie, ils disaient, mais nous, ça ne nous concerne pas, c'est pire. C'est pas les seuls. On a dû en rencontrer pas mal, mais des jeunes qui travaillent 60 heures par semaine, ça va être le maximum de la logomie, mais qui le font déjà. Et qui non seulement travaillent 60 heures par semaine, mais ne sont pas payés. Parfois, les patrons oublient de les payer, on n'a pas le temps, ou ne peuvent pas, la prochaine fois, etc., etc. Donc il y a pas mal de gens comme ça. Et puis dans les petites boîtes, c'est souvent ça. Les gens qui travaillent dans un supermarché, une supérette, etc., on en connaît pas mal, qui sont embauchés un peu comme ça au noir en CDD, et puis qui se font du jour au lendemain, ils sont virés sans que leur demande d'avis, sans qu'ils puissent faire appel à la loi. Bon, on voit beaucoup de mouvements, même pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les maisons de retraite, etc., de révolte contre les conditions de travail, où les gens là travaillent aussi de manière considérable. Ils subissent un management par la peur, ils sont crevés, etc., ce qui fait qu'une bonne partie de la classe ouvrière, aujourd'hui, on dit à peu près la moitié, bon c'est peut-être déjà rien, mais parce que c'est des chiffres qui sortent, que la moitié des salariés sont passés par une crise de dépression à cause du travail. Sans parler des chômeurs, bien sûr, dont, paraît-il, 20 000 meurent chaque année du fait du chômage et d'une situation très particulière. Donc, tous ces gens-là, ils disent, bon, bah oui, on comprend bien ce que c'est que la Covid, bien sûr, vous avez raison de nous battre, mais nous, on a un problème immédiat à résoudre, on a du travail, et là, je vois, pour ce que je connais mieux, c'est-à-dire les gens de Peugeot, ils se battent contre un contrat, un
accord avec ce patron qui s'appelle le nouveau contrat social. Alors là, il y avait le numéro 1 depuis quelques années qui disait que l'article de la loi Cobry qui dit que les heures supplémentaires seront payées qu'à 10%, ça les fait doucement rigoler parce que eux, c'est gratuit. Et ils travaillent gratuitement le samedi. C'est pas 10% d'heures supplémentaires, c'est même pas payé normalement, c'est gratuit. Ils travaillent 5 samedis, ils travaillaient 5 samedis par an, gratuitement pour le patron. Et là, le patron veut les faire passer ces samedis, avec le nouveau contrat social numéro 2, à 8 ou 12. Samedis, travaillés obligatoires par an, entièrement gratuits, un peu comme des esclaves. Donc, quand ils battent contre la loi Cobry, ils ont envie de se battre contre ce truc qui est immédiat, qui est en cours, qui est en train de se mettre en route sans parler de bien autre chose. Donc, je pense que, ça c'est mon point de vue tout à fait personnel, mais on en discutera, je pense que ces gens-là, ils ne se mettront pas en grève générale seulement pour la loi Cobry, mais s'ils comprennent que la loi Cobry, c'est aussi le combat pour l'immédiat, pour ce qui les écrase tout de suite, si c'est le combat contre les conditions de travail, pour des embauches, pour que les CDD, les inverses soient embauchés immédiatement, pour des augmentations de salaire, parce que quand on a 800, 900 ou 1000 euros par mois, on ne peut pas vivre. Comme pour beaucoup, c'est une catastrophe. Contre les 60 heures qui sont obligés de faire là, contre les samedis gratuits qui ne sont pas des samedis gratuits qu'on leur impose et qu'on leur impose dans un nombre encore plus important, contre le fait qu'ils sont en intérim et qu'ils n'ont même pas de droits syndicaux qui peuvent réagir, etc. Donc je pense qu'il peut y avoir, on peut envisager une grève générale, les gens n'entreront en grève générale sur la loi Cobry que s'ils assimilent ce combat contre la loi Cobry à leur combat, à eux, à ce qui les écrase au jour le jour. Et c'est la principale difficulté, parce qu'en même temps, on peut évidemment penser que si les gens partent sur des revendications particulières, le patronat n'aura pas de mal à satisfaire certaines revendications localement, ici ou là, etc., et mietter, diviser tant qu'il peut. Mais je rappellerai que 1936, c'est quand même parti comme ça. C'est pas un beau matin, tout le monde s'est réveillé ensemble, c'est parti par une multitude de luttes dispersées, dont certaines gagnaient, repartaient, etc., puis d'autres repartaient, pour qu'enfin, un jour, ce soit le sens quand les syndicats, craignant cette inflation de grève, ont appelé la grève générale. Alors maintenant, dans ce qui fait que, comment dire, à mon avis, la loi Cobry, même si c'était latent, comment dire, c'était présent, cette histoire de conditions de travail, salaire, emploi, etc., dans tout ce qui était dit, c'était quand même pas affiché comme une chose principale, essentielle, liant la loi Cobry à la situation quotidienne que vivaient les gens. Et contre lesquels ils se battent. Je rappelle ça avec pas mal de grèves au jour le jour. Donc en fait, à mon avis, la loi Cobry était habitée de 4 périodes et donc de 4 contenus un peu différents les uns des autres tout au long de ces 4 périodes. Alors la première, on se rappelle, le 23 février, on parle de la Cobry, l'ensemble des confédérations syndicales veulent l'aménager, mais proposent juste une journée d'action licenciable, mais pour aménager le Cobry. Et puis surprise, c'est cette pétition de 1 million de personnes, l'appel des organisations de jeunesse au 9 mars, qui est bien suivi, première surprise. Et peut-être là, les salariés ont attendu quelque chose des étudiants, que là, il y a quelque chose de général qui se passe, parce que la question des étudiants, des lycéens, chez beaucoup de salariés, c'est qu'eux, ils vont déclencher quelque chose, eux, c'est 68, eux, ils sont capables de quelque chose. Là, il y a peut-être quelque chose d'explosif, d'autant plus que là, c'est peut-être le seul moment important où il y a eu des AG, des comités de mobilisation importants, et puis une coordination nationale qui pouvait contester la direction du mouvement aux directions syndicales. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, avec aussi une recherche de comment s'adresser aux travailleurs, et la rupture, la coupure qu'il y avait par exemple en 68 entre les étudiants et les salariés, du simple fait peut-être que beaucoup d'étudiants travaillent et connaissent des petits boulots et savent ce que ça veut dire, ce qui explique leur animosité à l'égard de la Cobry. Est-ce qu'elle va être demain, qu'elle va donner demain comme monde du travail pour eux? Et j'insiste sur le mot demain, parce que une fois que l'élan possible, explosif, en particulier des lycéens, parce que je ne sais jamais ce que vont faire les lycéens, c'est incontrôlable, toujours un facteur de déclenchement surprenant, sans deux choses. La nuit des barricades en 68, c'est les lycéens qui a déclenché le grand mouvement. Une fois qu'on s'est habitué, disons, les salariés sont un peu habitués à ce mouvement, qui voyaient que ça déclenchait par quelque chose d'une explosion, c'est le demain qui est peut-être apparu le plus marquant,
C'est-à-dire que les étudiants, ils se battent pour leur avenir. Ils ont raison, bien évidemment, hein, mais c'est pas pour le aujourd'hui où on subit, nous, salariés, la merde au quotidien, etc. Donc, il y a eu peut-être un petit recul, d'autant plus que les syndicats, bien sûr, ont joué leur jeu habituel. Les syndicats ils sont laissés entraîner dans le mouvement, ils l'ont accompagné, ils n'avaient pas vraiment envie. Et donc, autant du 9 mars au 31 mars, on a pu voir des gens qui espéraient, enfin, pas mal de salariés qui espéraient peut-être qu'il allait se passer quelque chose. Après le 31 mars, ça a changé. C'est-à-dire que quand les syndicats, le 31 mars, ont dit la suite, c'est le samedi 9 avril, on a pu constater en faisant autour de nous que beaucoup étaient déçus, qui disaient bon, c'est filmé, c'est terminé, les syndicats ne veulent pas vraiment, donc on a perdu. Et de fait, autant du 9 mars au 31 mars, en tout cas pour moi ce que j'ai vu, je dirais si vous avez constaté les mêmes choses ailleurs, mais autant il y avait pas mal de jeunes travailleurs dans les cortèges, dans les manifestations, etc. Autant il y a eu l'histoire hashtag ça, où il y avait quand même pour la première fois depuis très longtemps, on voyait ce qu'étaient les réelles conditions des jeunes travailleurs ou des étudiants qui travaillent dans les petits boulots, et ça a quand même attiré et entraîné tout un tas de gens. Autant après le 31 mars, à mon sens, les jeunes travailleurs ont disparu, les petites boîtes ont disparu, et il n'est resté à lui debout qu'un certain nombre de jeunes travailleurs précaires, dans une situation difficile, mais assez minoritaire. Alors, bon, ensuite, ça a été la surprise de lui debout. Bon, déjà en 31 mars, on dit, ah, bah, ça va être fini, etc. Mais personne ne s'attendait que l'histoire de Ruffin et Lordon qui amené au sac de couchage, ça allait marcher. Ben oui, ça a marché, c'était quand même assez extraordinaire. Donc là, bon, comme je suppose que vous avez constaté, il y a eu deux courants qui sont importants dans Nuit debout. Un courant qui discutait de la société, qui débattait de la société sous un angle souvent quand même assez contestataire ou anticapitaliste, mais qui discutait d'une société future demain. Et puis un courant peut-être plus petit, mais qui s'est développé avec le temps, qui est un courant de tentative de coordination des luttes, en tout cas d'essayer de s'adresser, tenter d'aller vers ça. Donc chez nous, par exemple, à Mulhouse, ça a été que ce courant-là. Bon, c'est peut-être la ville ouvrière qui a fait que c'était comme ça, mais ça fonctionnait un peu comme une union locale. On peut dire, on a distribué des dizaines de milliers de tracts un peu partout dans les entreprises. Mais c'était quand même, je pense, alors sûrement très varié suivant les villes, hein, mais je pense majoritairement, en tout cas, ce qui apparaissait, c'était plutôt l'autre aspect. Et en plus, avec une idéologie un peu 99%, 1%, comme les indignés, etc., ou Occupy Wall Street. Hein. Donc c'est très bien, hein, mais en même temps, il y a des limites, c'est 99%, c'est les citoyens, la population, là-dedans, il n'y a pas de classe, et puis les 1%, c'est les financiers, en gros, hein, c'est pas les capitalistes, c'est un peu les financiers. Avec des vagues idées d'un État au service qui ferait plus de services publics, plus protectionniste, etc. Et surtout, donc, rêver, penser, discuter d'une société en demain. Là, je critique pas globalement, hein, je critique par rapport au mouvement social qui se cherchait, émietté, dispersé, qui était toujours invisible, hein, parce qu'il était invisible avant le mouvement de l'autonomie, mais pendant la logoprie, ce mouvement-là était toujours assez invisible. Donc, qui lui se battait tout de suite pour aujourd'hui, et donc ce demain de Nuit debout, bon, ben, c'était pas encore son truc. Même si l'avantage de Nuit debout, c'est qu'il posait le problème de la logoprie et son monde, donc de la société, il élargissait le problème de la logoprie à l'ensemble de la société, mais encore une fois, plutôt pour demain, et pas immédiatement, pour assurer une attitude de lutte de classe, voire révolutionnaire immédiatement. La troisième période, c'était, disons, fin mai, quand la CGT a changé son fusil d'épaule. Alors, certainement parce qu'elle subissait une pression de la part de ces militants qu'on avait vu s'exprimer notamment au Congrès, mais pas que ça, hein, à mon avis, aussi parce que la direction CGT avait décidé de reprendre les choses en main pour tenter d'arrêter. Parce que ce mouvement, quand même, il durait déjà pas mal de temps, lui échappait d'une certaine mesure. Il y avait des contacts qui se faisaient entre toutes sortes de militants, toutes catégories, etc. Bon, c'est toujours dangereux de laisser faire ça et le laisser durer. Donc, c'est une tactique qui n'est pas nouvelle chez eux, hein, ils le font, ils l'ont déjà fait plus d'une fois. Donc, ils lancent, bon, par exemple, dans le mouvement des retraites, ils lancent une activité là où ils ont, enfin, des luttes, là où ils ont du poids, bon, là, chez les raffineurs, on a vu, les ports doc, plus tard un peu les éboueurs, et puis ils ont laissé
partir la grève des cheminots qu'ils essaient de retenir depuis un certain temps, qu'ils font laisser, vous avez poussé à ça, mais en tout cas ils l'ont accepté, en fait, dans le but avec l'idée certainement de la grève par procuration, on va bloquer l'économie, mais il y avait un aspect plus nul de classe dans ce moment-là, puisque c'était les salariés qui pour la première fois faisaient grève de manière reconductible sur un terrain social, ouvrier, etc. Et une bonne partie des revendications, même si c'était affiché locally, avaient un caractère parfois très local. Quand on voyait la liste des revendications, ça pouvait toucher tous les salariés du pays, sauf que là, c'était quand même un milieu plutôt protégé ou à statut, disons un peu particulier, et des luttes un peu corporatistes, malgré tout. Donc chacun menait son combat. Les cheminots français des Kérisol, je ne dis pas d'avoir les cheminots, mais par des directions syndicales qui poussaient à ça. Les ports et docks, je crois que c'était leur statut. La RATP, les tentatives à la RATP, c'était le salaire. Ce qui s'est fait à Air France, bon, vous me démentirez, mais il me semble que c'est aussi l'emploi et le salaire. Les éboueurs, c'était la loi Connery, mais avec d'autres revendications qui se sont inversées quand le mouvement des éboueurs a duré. C'est-à-dire qu'au début, ils sont partis sur la loi Connery, avec une série de revendications derrière. Et les mouvements qui ont continué, ça s'est déplacé, la loi Connery passe en deuxième plan, et les premiers plans, c'était la revendication particulière, les salaires, les embauches, etc. Et donc ces mouvements, bon, ça, tout le monde a vu, bon, qui n'étaient pas faits en même temps, les syndicats sont déployés pour essayer d'éviter qu'ils se fassent en même temps et de manière coordonnée, mais surtout sur ce terrain un peu corporatiste, et c'était perçu encore par les gens qui se battent au jour le jour, comme cette fois-ci, bon, un terrain de classe, ça c'est sûr, mais qui ne les touchait pas trop non plus, parce que c'était des gens qui défendaient leur statut, et leur statut qui risquait d'être mis en cause, encore une fois, demain. Alors, à partir du 14 juin, bon, ça c'est une impression personnelle, je ne sais pas, c'est peut-être lié à ce que je vis dans mon coin où il ne s'est pas passé grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont changé. Alors, d'un point de vue général, ça s'est déplacé, là c'était la démocratie, l'aspect policier qui durait quand même depuis le début avec la violente répression policière, mais pas partout, parmi pas mal, mais par exemple chez nous, il n'y a jamais rien. Le policier était très gentil, très poli, je ne lui ai jamais donné un coup de matraque, rien. Même pas de gaz lacrymogène, qui était très déçu. Bon, ça se passait très bien. Il me disait, dites-nous votre parcours, on va le protéger. On disait n'importe quel parcours, ils étaient d'accord. Bon. Il avait beau essayer d'inventer tout ce qu'on pouvait, ça ne marchait pas, ils étaient d'accord. Et même très rapidement, la CGT est venue nous voir en disant vous avez la pêche, vous avez la gueule, vous allez animer les cortèges. Donc c'était le petit cortège des gauchistes, etc., qui est devenu debout, qui était temps, et qui criait des slogans, qui avait la sono, etc. Et les cris qui nous disaient ça va bien comme ça, vous les tournez-vous, vous les arrêtez là, bon, on fait comme vous dites. Malgré tout, globalement, bon, ce qui est donné de deviner, vu la volonté du gouvernement d'utiliser la violence policière pour détourner l'attention là-dessus plus que sur le contenu social. Donc ce qui domine, c'est quand même, bon, à partir du 14 juin, c'est quand même, ça s'est déplacé un petit peu vers, non plus le contenu social, mais la lutte pour la démocratie, le droit de manifester, etc. Mais en même temps, c'est là où je dis que c'est mon impression, peut-être parce que dans l'Est de la France, on n'a pas du tout bougé, ça commence à bouger. Bon, c'est pas étonnant, mais pour ça aussi, je disais peut-être que n'allait qu'au début, parce que, bon, vous avez peut-être vu, à Peugeot-Mulhouse, bon, la grosse boîte du coin, au début, les premières manifestations, disons, du 9 mars au 31 mars, passaient à peu près de 200 à 200 personnes qui ont débarqué. Bon, ensuite, du 9 mars au 14 juin, quasi rien, sauf sur leurs problèmes locaux, le NCS2, où c'était jusqu'à 1000 personnes qui ont débarqué. Donc, c'était beaucoup plus sur ce terrain-là. Et à partir du 14 juin, ça s'est à nouveau inversé. C'est-à-dire que maintenant, il ne parle plus d'un problème local, même s'il est toujours là. Le NCS2, évidemment, va s'appliquer. Mais ce qui est révolte, c'est le Covid. Peut-être, ça c'est notre sentiment, parce que pour ceux qui ont été à la manifestation en Paris, bon, c'était impressionnant. Pas seulement les flics, mais le nombre. Et donc ils se sont dit, il y a quand même quelque chose qui bouge en France, on est nombreux, on est puissants. Bon. Mais ceux qui ont vu ça aussi ont eu le même sentiment, c'est-à-dire qu'ils ont dit, il s'est passé quelque chose, d'autant plus peut-être après les médias ont un peu plus parlé du fait du jeu autour des interdictions, on a un peu plus parlé de ces mouvements-là. Et donc, depuis le 14 juin, les gens ont envie d'un écoute sur la locomie. Ils sont revenus à la locomie. Mais là, changement d'attitude des directions syndicales,
totalement hostiles à ce qui bouge à ce niveau-là. Plus rien, il ne faut pas bouger, c'est pas la peine, et utilisant tous les procédés bureaucratiques pour empêcher. Alors bon, peut-être ça se bagarre à ce niveau-là pour le moment, au niveau du syndicat pour tenter de déclencher quelque chose. Mais pour vous dire l'ambiance, le 23 mars, je sais plus, c'était jeudi, je crois, bon, le syndicat CGT n'a appelé à rien, il a quand même distribué un tract pour dire on fait quelque chose. Et les gens ne lisaient pas le tract, mais ils croyaient que c'était un appel à débrayer, parce qu'ils avaient dans la tête le débrayage. Et il y en a qui ont débrayé la nuit, en croyant qu'il y avait un appel à débrayer, etc. Pas nombreux, comme ça, alors les syndicalistes ont dit maintenant, on n'a pas débrayé. Ils sont rentrés au boulot. Mais il y a une forte poussée quand même pour ça, donc il est probable que le 28, ils ressortent sur la loi commune. Par ailleurs, il n'est peut-être pas fait parce que c'est pas l'histoire de la votation citoyenne, c'est pas très intelligent ni malin, etc. Mais par curiosité, on a été voir, et c'est tout. Enfin, je ne sais pas si vous avez été ce truc-là, mais depuis, là, on a fait ces derniers jours, mais quand on se met dans les rues, c'est presque la queue. Hein, les gens, bien plus que la lycée d'autres, énormément de tracts, que ce soit dans les rues de l'entreprise auparavant, c'était très bien accueilli. Mais là, c'est plus qu'accueilli, les gens veulent faire quelque chose, veulent signer, veulent participer. Et moi, je serais un syndicaliste moyen, je prendrais ma petite table, je mettrais mes cartes sur la table, et je pense que j'en passerais beaucoup. En tout cas, dans l'est de la France, hein, peut-être parce qu'ils se réveillent, il est encore froid, ils se réveillent que maintenant, mais il y a quand même un phénomène que je trouve assez fort. Alors, pourquoi je dis peut-être on a écho début parce que le mouvement de la loi Connery n'a pas l'air de s'épuiser, alors bien sûr il y a les vacances et tout ça, mais le 23, pour ce que j'ai pu voir, c'était quand même, même si c'était pas massif, ceux qui étaient là avaient envie de continuer, donc leur invité c'était septembre, ou juillet, hein, mais septembre aussi, pas question d'arrêter. Par ailleurs, les mouvements de grève locaux sont très nombreux. Moi, j'ai compté pour le 20 juin, j'ai trouvé le 20 juin, le même niveau, je vous ai dit, que fin janvier, qui était le top hein, de ce que j'avais pu compter comme mouvement de grève, donc ça a l'air de continuer et même peut-être de s'amplifier. Et puis, il y a quand même cette avant-garde de large qui se crée quand même 3 mois, presque 4 mois de bagarre, de gens qui se battent, etc. Bon, je ne sais pas du tout ce qui se passe, quelle est l'ambiance chez les cheminots, les raffineurs, après c'est des bagarres qui sont venues là, mais chez les gens de Peugeot, c'est pas du tout de la démoralisation. Hein, on va leur péter la gueule, on va se faire respecter, etc. C'est une minorité, mais quand c'est une minorité de 400 ou de 1000, c'est considérable, c'est pas arrivé depuis très longtemps, depuis 1989. Hein, donc, quand il y a eu la grande grève de chez Peugeot, on n'a jamais été plus que 4000 dans la grève. Mais là, 1000, sur une boîte de 7000, c'est énorme. Bon, et ces gens-là, là aussi, ils ont fait des assemblées générales chez Peugeot. Hein. C'est quand même assez exceptionnel. En général, quand il y a des mouvements, bon, ils manifestent, ils défilent en venant des slogans dans les ateliers, mais ils ne s'arrêtent jamais pour discuter de ce qu'ils vont faire. Là, ils se sont